coup d'État, régression démocratique en Afrique. Le côté spectaculaire des coups d'État, le dernier en date s'étant produit le 23 janvier au Burkina Faso, alimente une image négative de l'Afrique. Un continent où des dynamiques parfaitement contraires se trouvent pourtant à l'œuvre. La question des troisièmes mandats et les 4 putschs perpétrés ces 2 dernières années donne l'impression d'une régression, alors que des analyses plus nuancées s'imposent. Par Sabine Sessou, 26 janvier 2022 in Le Monde diplomatique. Quelles leçons tirées des coups d'État perpétrés en Afrique? La soldatesque mécontente a arrêté le président en exercice du Burkina Faso, le 24 janvier dernier. Les mutineries militaires burkinabées avaient été annonciatrices, déjà, en 2013, du soulèvement populaire qui allait faire chuter Blaise Compaoré un an plus tard. Ce nouveau putsch, motivé par l'incapacité des autorités à faire face aux violences djihadistes, rappelle que l'imbrication des militaires dans les élites politiques reste une donnée structurelle. Ce qui n'empêche pas leur influence d'aller en diminuant sur la durée, comme l'a rappelé dans Le Monde Njoya Tikoum, coordinateur régional du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, en Afrique de l'Ouest et centrale. D'autre part, la distinction entre 2 types de putschs s'impose. D'un côté, on assiste à des coups régressifs, où l'armée revient sur le devant de la scène, comme au Soudan, pour mettre fin à ce qu'elle considère comme l'incurie des civils, sans soutien de la population. De l'autre, des coups sinon positifs, du moins salués et célébrés par la population comme de possibles avancées, même s'ils tournent mal par la suite. Au Burkina, un cap a été franchi, l'organisation de la société civile, Sauvons le Burkina, qui a manifesté le 25 janvier dans la rue son soutien aux putschistes, refuse de parler de coup d'État, préférant évoquer une « libération ». Après le duo Moussa Dadi Camara et Amadou Sanogo, applaudis à leur arrivée au pouvoir en Guinée, 2008, et au Mali, 2012, voici venu le temps d'Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya, auteurs en 2020 et 2021 de coups perpétrés pour mettre fin à la corruption et l'inertie, avec la promesse ultime de rendre le pouvoir aux civils. Dans le cas du Mali se profilait, outre l'aggravation de la crise sécuritaire, la menace d'une succession dynastique, tendance désormais transversale en Afrique avec la montée en grade de l'ancien député Karim Keïta, fils du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, IBK. Exilé en Côte d'Ivoire, il se trouve aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt international dans une affaire de disparition d'un journaliste qui enquêtait sur lui. La chute d'Alpha Condé en Guinée démontre que la prétendue solidarité ethnique n'a rien de mathématique. En Guinée, après des décennies d'espoir douché quant à la transparence des élections et l'avènement de la démocratie, Alpha Condé a franchi une ligne rouge en briguant un 3e mandat, quitte à réprimer dans le sang. Pas moins de 200 morts ont été dénombrés dans les rangs des manifestants de l'opposition entre son élection dans des conditions contestées en 2010 et sa chute en septembre 2021. Son choix de rester en fonction a profondément divisé son propre camp, où il a perdu des soutiens dont celui d'une partie de l'armée, en majorité malinquée comme lui. Condé a rejoint la petite cohorte des opposants historiques ayant semé le désordre en cherchant coûte que coûte à s'incruster au pouvoir, comme Abdoulaye Wade au Sénégal en 2011, émeute du 23 juin, et Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, crise post-électorale de 2011. Sa chute démontre que la prétendue solidarité ethnique n'a rien de mathématique, en Guinée pas plus qu'ailleurs en Afrique. 3e mandat démocratie de l'angoisse, rien ne garantit non plus, dans des contextes où l'État représente le plus sûr moyen de s'enrichir rapidement, que des putschistes applaudis n'aient pas la même envie de s'accrocher à leurs fonctions. En Guinée, où aucun calendrier électoral n'est en vue, les partis politiques ont préconisé 18 mois maximum de transition, mais le flou autour de l'agenda de la junte suscite le doute. Un nouveau bras de fer pour obtenir des élections transparentes a déjà commencé. Au Mali, Assimi Goïta s'est vu proposer par des assises nationales, convoquées par sa junte de prolonger la transition de 6 mois à 5 ans, au lieu d'organiser des élections en février 2022 comme prévu. D'où les sanctions drastiques imposées le 9 janvier 2022 par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, jugée inique par une partie de l'opinion, et qui ont déjà pour effet d'inciter encore plus de Maliens à défendre leur junte. Manifestement, la chute de Blaise Compaoré, emportée en octobre 2014 au Burkina Faso par un soulèvement populaire pour avoir voulu briguer un énième mandat, n'a pas fait tache d'huile, comme les présidents Avi le redoutaient tant. Au contraire, une forme de régression se joue bel et bien, depuis le 3e mandat emporté par la force au Burundi en 2015 par Pierre Nkurunziza, au nez et à la barbe de la communauté internationale.
Les départs prévus au bout de 2 mandats par les constitutions, comme celui de Mohamedou Issoufou au Niger en 2021, sont salués comme des événements extraordinaires lorsqu'ils sont respectés. En revanche, le scénario de la succession dynastique qui a prévalu au Tchad après la mort d'Idriss Déby en avril 2021, comme au Gabon et au Togo, ou celui du maintien au pouvoir par le truchement d'un 3e mandat, devenu légal après modification de la Constitution, Côte d'Ivoire, Togo, Rwanda, Congo, passe comme une lettre à la poste. Le directeur régional d'Amnesty International, Alioune Tine, a beau décrier depuis Dakar, une imposture intellectuelle qui dissimule de nouvelles formes de coups d'État constitutionnels et électoraux, générant instabilité et régression, les institutions sous-régionales, continentales et internationales ferment les yeux. Et ce, y compris en Afrique de l'Ouest, où la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pratique une politique du « deux poids, deux mesures ». Fort Gnassingbé, qui s'est imposé à la mort et la fin du long règne de son père Gnassingbé Eyadema, projette ainsi de rester au pouvoir jusqu'en 2034, sans qu'aucune sanction ne pèse à l'encontre du Togo. Bourrage d'urnes, Internet coupé, opposition muselée. Des élections se déroulent de la pire des manières, comme en Ouganda en janvier 2021, où Yoweri Museveni a remporté dans des conditions vivement contestées un 6e mandat avec 58% des voix, sans que personne n'y trouve à redire, du moins dans la communauté internationale. Idem en Tanzanie, où John Magufuli a glané en octobre 2020 un second mandat avec 84% des voix, dans des conditions elles aussi très contestées. Depuis les années 2000 prévaut une sorte de « démocratie de l'angoisse », selon la formule de Gilles Yaby, à la tête du West Africa Think Tank, Wati. Tout se fige lors des années électorales, tant sont craints de prévisibles crises et débordements. Politique de l'autruche à cet égard, les responsabilités sont partagées, comme l'a fait remarquer le diplomate américain Peter Pham. Cet ancien envoyé spécial des États-Unis dans le Sahel pointe du doigt le double échec relatif à une vision panafricaine générale et à l'honnêteté de la communauté internationale. Les questions de 3e mandat contribuent à l'instabilité mais interviennent dans un contexte où les élections ont été contestées, où elles ne sont peut-être pas aussi légitimes que ce nous avons décrit, en tant que communauté internationale, dans notre précipitation et notre souhait d'aller de l'avant. La reconnaissance de régimes issus de processus électoraux frauduleux ralentit sans aucun doute l'évolution démocratique du continent. À tel point que les taux d'abstention en République du Congo notamment signalent le désintérêt des électeurs pour un exercice qui paraît joué d'avance. De son côté, l'opposant burundais Alexis Sinduige, à la tête du seul parti politique du Burundi revendiquant une base non ethnique, très durement réprimée après le coup de force électoral de 2015, plus de 2000 morts, se demande, quel numéro composer pour la communauté internationale. Il n'y a pas d'abonnés prêts à écouter. En 2022, c'est au tour du Kenya d'appréhender sa prochaine présidentielle, même si Uhuru Kenyatta, 60 ans, fils du père de l'indépendance Jomo Kenyatta, devrait respecter la limitation des mandats et se retirer. Son vice-président William Ruto est crédité d'une nette longueur d'avance dans les sondages face à Raila Odinga, 77 ans. Cet autre, fils de, signale une certaine mainmise des élites et le difficile renouvellement de la classe politique, qui pénalise de nombreux pays, sur fond de considérations invariablement ethniques.